Hello, bonjour à tous. Alors voilà, toujours dans cet été, je ne vous oublie pas. Pour ceux qui sont à la plage, j'espère que vous regarderez cette vidéo en profitant du beau temps et des gens qui vous entourent et des gens qui vous aiment. Donc moi, je reviens vers vous sur un sujet autour de l'alimentation et on va parler aussi un petit peu des neurosciences à travers la programmation neurolinguistique. Donc, comment reprogrammer ses habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pour évoluer vers une meilleure santé, vers un bien-être et un alignement sur ses valeurs. Donc, pour ça, en fait, je vous ai trouvé une personne qui a fait sa formation PNL des bases fondamentales jusqu'au maître praticien et maintenant il est formateur. Donc, c'est Jocelyn Le Gouen. Donc, Jocelyn, donc, bonjour Jocelyn. Bonjour Je, Jean-Marie. je te remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui sur ce concept autour de l'alimentation. Donc aujourd'hui, on va parler de la PNL, on va parler aussi de l'hypnose. Ça va être vraiment très très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent aujourd'hui et la PNL fait de grands pas petit à petit. On voit comment les gens ont de plus en plus conscience des outils de manipulation qui peuvent être présents dans les médias, dans les, dans les vidéos, les clips vidéo, les clips musicaux. Et donc, justement, voilà, c'est très intéressant de pouvoir toucher à ce côté de neurosciences et montrer à quel point notre cerveau peut être impacté par tout et n'importe quoi. Donc, voilà. Mm. Donc, on va peut-être commencer par expliquer la PNL un petit peu aux gens qui ne connaissent pas du tout ce que veut dire la PNL. Et puis, expliquer aussi l'hypnose aussi par la suite. D'accord? Très bien. Bon. Eh bien, Jocelyn Le Gouen, hypnothérapeute et coach PNL. Donc, je ne suis pas maître praticien PNL pour ne pas faire trop de bousculade aux collègues de la profession. Je suis praticien. Et D'accord. praticien donne accès au niveau 1 du coach. Donc voilà, coach PNL. Sinon, je suis conférencier plutôt que formateur. Je suis un formateur quand même en institut, enseigne un sacré grade. Il passe au-delà du maître praticien. Il a toutes les connaissances académiques. Vraiment, faut être très à l'aise avec ça. Moi, je fais des conférences où j'initie plus les gens parce que j'ai une valeur qui est celle de transmettre. C'est partie du top 5, on va dire. Et qui fait que j'aime beaucoup partager avec les gens et transmettre des connaissances que j'ai et qui m'ont aidé pour le coup. Donc voilà, donc ça c'était pour la présentation. On va expliquer rapidement ce que c'est la programmation neurolinguistique. Et ben, je vais pas faire le gros historique, je vais en parler avec mes mots. Donc P pour programmation. La programmation, on parle des conditionnements, les conditionnements qu'on peut avoir eu dans l'enfance, aussi de nos propres expériences. Par exemple, tu touches une casserole sur le feu quand tu es petit, tu te brûles, et ben maintenant tu sauras qu'il ne faudra plus la toucher parce que ça fait mal. Et puis plein de petits comportements de prudence. Bon là, j'ai des exemples là qui me viennent à la volée. Il y a par exemple aujourd'hui, c'est assez dramatique dans les relations sentimentales, c'est ce côté faut pas que j'aime trop parce que sinon je vais connaître la séparation, ce sera dur. Donc on se conditionne à ne pas dire nos sentiments, à rester plutôt caché là-dedans. Oui, et puis c'est un conditionnement de notre société qui a depuis très très longtemps de cacher nos émotions, alors qu'on remarque de plus en plus qu'elles gagnent à être montrées au grand jour. Donc ça, c'était pour la programmation, conditionnement. Et on arrive sur neuro. Ben, là, on parle de neurosciences, carrément, puisque l'hypnose, enfin, la PNL est très inspirée de l'hypnose. Ses créateurs ont
s'en sont grandement inspirés. Et elle agit sur les mêmes choses, sachant que bon là par contre on travaille un peu plus avec le conscient, c'est le conscient qui est pratique. Et cette pratique parle à l'inconscient de la personne. Ça fait remonter des informations qui étaient, on va dire, cachées ou qui étaient ressenties. Et là, on met enfin des mots sur les choses. Donc, l'information est conservée dans les neurones, logique, jusqu'au jour où on arrive à faire une nouvelle connexion qui permet de découvrir ce que l'on cachait depuis longtemps. Et linguistique, parce que tout passe par le langage, forcément. Je pense que toi aussi, tu le sais, Jean-Marie, en vente, on ne peut pas ne pas communiquer. La communication est partout. Quand on est en face d'une personne, même si elle ne dit aucun mot, on voit sa posture, son langage corporel. Et puis bon, quand elle parle, on entend son ton de voix aussi. Il y a plein de petits détails qu'on peut voir et entendre qui font qu'on ressent la personne d'une certaine manière. Voilà. Donc ça, c'est ma définition de la PNL que je définirais un petit peu comme de l'hypnose en conscience dans le but thérapeutique. D'accord. Donc, l'hypnose, la PNL est très et aussi présentée comme un outil de modélisation d'excellence. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ça aussi? Alors, outil de modélisation d'excellence parce que, par exemple, c'était Richard Bandler, l'un des créateurs de la PNL, Richard Bandler, mathématicien, et John Grinder, linguiste. Voilà. Et Richard Bandler était informaticien à l'école de Palo Alto. Et du coup, il a dû remplir une grille pour les étudiants en psychologie. Et il s'est rendu compte que, en fait, on lui demandait de coller les symptômes à telle maladie. C'est-à-dire, comment faire pour aller mal, d'une certaine manière. Voilà. Donc, c'était le truc qu'il fallait faire pour avoir telle maladie. Et il a trouvé ça con. Il s'est dit, on devrait plutôt chercher comment faire pour aller bien, simplement. Donc, c'est un petit peu de là qu'il a développé la PNL. Et évidemment, il s'inspirait des personnes qui allaient déjà bien, de leur mode de vie, de ce qu'elles faisaient en pratique dans l'activité, mais pas seulement ce qu'elles pensaient, parce que ce qu'on fait découle de ce que l'on pense. Et ce que l'on pense découle d'émotions. Donc, il est vraiment allé creuser, il a remonté la source, comme un saumon, quoi, et pour trouver la formule magique, d'une certaine manière, afin d'avoir tous les outils qui nous permettent d'adopter le même état d'esprit qu'une personne, le même mode de pensée, comportement, et puis afin d'arriver à une vie, à une qualité de vie supérieure. Oui. Et tout ça, effectivement, donc quand on parle effectivement d'adopter le même comportement, on parle par rapport à des schémas. Et les schémas, Ouais. on en parlera tout à l'heure, mais c'est les schémas, les valeurs. Est-ce que tu souhaites en parler un petit peu des valeurs? Alors, oui, je le souhaite. Les valeurs, c'est des principes, entre guillemets, auxquels qui nous tiennent vraiment à cœur. On va pas pouvoir les changer comme ça. Et par exemple, on a le principe de la liberté. En général, quand on confronte des valeurs, on se dit, imaginons, une personne elle a deux valeurs, la liberté et la sincérité. On lui demande, est-ce que tu imaginerais, qu'est-ce qui est un plus important entre vivre libre, mais totalement pas sincère, et être totalement sincère, mais pas libre du tout. Tu vois, tu confrontes deux valeurs comme ça. Et la personne verra qu'est-ce qu'elle préfère. Est-ce qu'elle préfère la liberté ou la sincérité? Ça ne veut pas dire qu'elle sera exclue du top 5. C'est deux valeurs qui sont très fortes. Mais voilà, c'est des choses qui guident aussi les comportements et le mode de pensée de la personne. Elle va agir dans sa vie en fonction d'être plus libre, en fonction d'être plus sincère. Et bon, c'est là que c'est intéressant de connaître ses propres valeurs pour savoir comment on aime s'orienter dans la vie. Ça fait remonter à la conscience. Mmh. Et en termes de schéma, est-ce que tu pourrais expliquer pour les gens qui ne connaissent pas bien de quoi on parle en termes de schémas comportementaux,
Ouais. Est-ce que tu peux parler un petit peu parce que on va arriver sur les blessures aussi par la suite. Donc, Bien sûr. on peut. Alors, un schéma comportemental peut être motivé par plein de choses, mais c'est surtout inconscient. La plupart de nos comportements viennent d'une volonté inconsciente. On a, par exemple, là, on va arriver sur les blessures. Je pense à une blessure d'abandon forte que quelqu'un peut avoir. Il va tout faire pour ne pas être abandonné, si tu veux, et en même temps, il va aussi tout faire pour être abandonné. C'est que consciemment, il voudra être avec l'autre pleinement et aura très peur de le perdre. Et inconsciemment, il y a plein d'émotions qui vont venir pour recréer cet abandon qu'il a vécu. Donc, il pourra peut-être dans une relation se trouver n'importe quel prétexte pour créer des embrouilles. C'est de l'auto-sabotage, si tu veux. Et ce sabotage-là viendra altérer la relation et en effet créer l'événement d'abandon que l'inconscient attendait. Parce que quelque part, vivre pleinement l'amour, c'est prendre le risque d'être séparé, de perdre. Et l'inconscient a très très peur de ça. Il veut nous protéger d'une certaine manière. Donc, il va rééquilibrer la balance. Il ne faut pas que ce soit trop bien, parce que sinon, on se rapproche de la perte. Ben oui, mais il n'y a pas vraiment de demi-mesure au final, parce que quand on sabote trop la relation, la relation finit par casser. Et ça confirme à nouveau la peur de base, la croyance comme quoi l'amour finit mal en général, et puis tout ceci, ce dont on a affaire sentimentalement dans notre génération. Mais bon, heureusement, les gens se rendent de plus en plus compte que la communication, c'est un pilier dans les relations sociales et sentimentales et commencent à revenir vers leurs propres émotions. Ne plus avoir peur d'être conditionné, par exemple, sur un schéma comportemental. Papa disait qu'il fallait jamais pleurer, qu'il fallait être un homme, un fils, ou des choses comme ça. Pouvoir remettre ce schéma comportemental en question, hérité du père, pour pouvoir se dire, bon, et moi, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je veux faire réellement? Là, c'est par rapport à mon père que je veux le faire. Mais qu'est-ce que je veux en faire concrètement dans la vie après? Est-ce que moi, j'ai pas plutôt intérêt à exprimer ça? Est-ce que je me sens pas mieux en présent? Et bon, ça, c'est deux exemples de schémas comportementaux qui, j'espère, seront bien passés dans la compréhension des personnes. Oui, c'est donc l'idée de… Voilà, on a eu une éducation, on a eu donc des habitudes qui se sont créées à travers cette éducation. Et là, arrivé à 16-17 ans, voilà, on doit se passer à un état du moi plus adulte, plus responsable. Et donc, du coup, là, ce qu'on disait par rapport aux schémas comportementaux, c'est de 18 à 20 ans pour, on va dire, un jeune adulte. Voilà, aujourd'hui, il prend ses responsabilités qui auront des conséquences pour son avenir, les 5 ou 10 ans plus tard. Donc, c'est vrai que c'est très important. Et pourquoi c'était très important? Parce que on va parler des strokes aussi, qui ont elles aussi leur importance. On a parlé des blessures, on a parlé des schémas comportementaux et des strokes. Parce que quand on a été très, très, très choyé dans sa vie, voilà, d'enfant, on a été plus ou moins, voilà, mis dans une situation d'abondance, la vie ne va pas être la même que pour une personne qui a vécu vraiment une totale différence. Par exemple, une personne qu'on a rabaissée à chaque fois qu'elle faisait un sport, à chaque fois qu'elle faisait à manger, une cuisine. Enfin, on ne parle pas d'alimentation là pour le moment, on parle uniquement de la PNL. Mais donc du coup, les strokes, ce sont donc, des réflexions qui sont émises par une personne, qui peuvent être positives
ou négatives. Donc, ça a été très analysé par Freud. Je recommande le livre Introduction à la psychanalyse, où il explique énormément bien l'impact des strokes dans ce livre. Et donc, du coup, en fait, toi, justement, tu vas pouvoir justement bien expliquer voilà, quel impact, en fait, les strokes peuvent avoir chez l'individu. Alors, les strokes, je n'ai pas vu sous ce vocabulaire, je ne sais pas vraiment ce que… Les strokes, c'est quand on dit, c'est toutes les personnes, toutes les pensées, toutes les paroles qui ont été émises par l'extérieur et qui ont un impact sur notre vie à nous. Ok, là c'est clair, merci. Du coup, simplement, c'est encore du conditionnement, sauf que ce qu'on apprend le plus facilement, c'est ce qui est émis avec de l'émotion ou qui vient d'une personne pour laquelle on ressent des émotions fortes. Tout ce qui vient de nos parents, quand on est enfant, c'est très important parce que nos parents, là on peut avoir de l'affection, de l'amour, ils sont un peu nos seuls guides et ils sont générateurs d'émotions fortes. Donc tout ce qu'ils diront sera pris au sérieux et aura plus de facilité à être appris et cru. On peut apprendre des conditionnements limitants, comme par exemple le père qui dit à son fils de ne pas pleurer parce que c'est un homme. Donc ça donnera peut-être à l'âge adulte un homme qui ne sait pas exprimer ses sentiments, qui reste très fermé et qui aura des relations sentimentales conflictuelles parce que sa femme ne comprendra pas pourquoi elle est en face d'une pierre, quoi. Et alors un enfant qui a reçu peut-être trop d'amour de la part de la mère, qui a été surprotégé, et ben ça donnera peut-être un adulte qui aura du mal à se prendre en main, un vieux garçon, quoi. Il aura toujours le bordel dans son appartement, qui aura besoin qu'on range derrière lui, et puis qui rechignera à rentrer dans la vie concrètement, à faire des boulots, à rentrer dans l'administratif, un peu en dehors du monde, parce qu'il aura eu l'habitude qu'on s'occupe toujours derrière lui, pas de lui, quoi. Donc c'est là, je t'ai donné carrément le truc, qu'est-ce que ça peut donner dans une situation de vie. Mais ouais, c'est ce principe-là. C'est ce qui vient de l'extérieur n'est valable que si il y a un intérêt de notre part. Donc le parent, il y a un intérêt. Le professeur à l'école, il peut y avoir un intérêt, en effet, parce que c'est une autorité supérieure et que c'est dans une institution dans laquelle papa et maman ont dit qu'il fallait réussir et où la société disait qu'il fallait réussir. On peut avoir une personne qu'on admire qui peut nous donner un stroke positif, je sais pas si ça existe, qui peut nous motiver dans ce qu'on fait, dans un projet. Ça, c'est le rôle des coachs, par exemple, et qui est impliqué émotionnellement parce que justement tu veux réussir et tu crois en la personne qui va t'aider, une personne qui a les compétences. La personne qu'on en admire peut donner effectivement un stroke positif si on est en contact avec cette personne et qu'elle nous dit ou qu'elle dit à cet enfant, c'est une force de la nature. Et elle observe cet enfant. Et cet enfant, en fait, a comme retour que la personne qu'elle admirait a dit de lui que c'était une force de la nature. Voilà, un stroke qui est extrêmement positif et qui va avoir un levier extrêmement puissant parce que c'est une personne qui l'admire et c'est une personne qui a eu une réflexion, qui a émis une réflexion extrêmement positive. Et donc, du coup, ça va faire en sorte que l'enfant se construise, en fait. Mais si la personne n'est pas en contact avec… par exemple, je fais du tennis, je suis fan de Roger Federer, mais je ne le rencontre jamais. Il n'y aura pas de communication, donc il n'y aura pas de stroke entre moi et lui, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. En fait. Mais sinon… ce serait un stroke plutôt indirect, quoi. Par exemple, d'entendre la personne qu'on admire le plus donner des conseils. Tu sais, quand on suit une personne sur Internet, on fait plus en plus. Effectivement, il y a la recommandation qui est puissante. Et donc, je disais tout à l'heure que la PNL est extrêmement présente partout.
Donc, bah, je te laisse continuer, justement. Ouais, ben, justement, ouais, voilà, j'enchaîne sur le Roger Federer là. Bon, alors la personne qui admire Roger Federer, peut-être que par contre, elle regardera beaucoup des conférences de presse. Donc, elle verra un petit peu l'état d'esprit de cette personne et elle pourra s'en imprégner. C'est comme à une époque, bon, ben, je me rappelle que je suivais beaucoup de personnes qui me donnaient beaucoup de connaissances sur YouTube. Simplement, parce que maintenant Internet est une source énorme d'informations qu'on n'avait pas auparavant. Avant, imagine, il y a 20 ans, il fallait aller dans une bibliothèque, il fallait chercher tel livre, savoir s'il l'avait, et s'il l'avait pas, il fallait le commander, et puis ça arrivait en quelques jours. Bon, voilà, tu avais un livre sur le sujet. Et sur Internet, maintenant, tu as tout ce que tu veux. Donc, j'étais assez solitaire à cette époque-là, et je sortais d'une rupture sentimentale. Donc, j'avais besoin de me reconstruire d'une certaine manière. Et je suivais plusieurs personnes sur YouTube qui étaient entrepreneurs, qui étaient dans la spiritualité, qui étaient dans le développement personnel. Et tous les jours, je regardais leurs vidéos et je m'imprégnais de cet état d'esprit. C'était pas volontaire, c'était parce qu'il y avait une soif de connaissances qui m'alimentait et qui m'animait plutôt. Et ce qui fait que ben ça a conditionné mon comportement et ce que je voulais pour la suite. On m'a suivi à moi. Parce que je voyais que mon fonctionnement ne marchait plus. Il fallait se renouveler, utiliser quelque chose d'autre. Donc voilà, là j'ai fait plutôt un stroke indirect positif qui m'a permis de voir aussi des choses vraies chez moi, des mécanismes que je n'utilisais plus et qui avaient une utilité à être utilisés à nouveau. Et voilà, donc c'est assez fort. Mais après, bon, on peut enchaîner sur les médias aussi, là, si tu veux. Et on va finir juste sur les ancrages. Ouais. Est-ce que tu peux parler un petit peu des ancrages? Alors, les ancrages en PNL et en hypnose, pas en spiritualité, parce que c'est pas le même type d'ancrage. Donc, ouais, c'est un petit voyage hypnotique là-dedans. C'est c'est un peu la Madeleine de Proust. Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire, Proust, c'est Marcel Proust, un auteur début du XXe siècle qui avait écrit que à chaque fois qu'il voyait une madeleine et qu'il sentait l'odeur de cette madeleine, il avait tout le souvenir de son enfance chez sa tante, qui justement servait les madeleines avec le thé, tout ça. Mais il n'y avait pas que la visualisation de la madeleine et l'odeur, il y avait vraiment tous les sens qui étaient en éveil. C'est-à-dire, il revoyait la fin d'après-midi, les enfants qui jouaient, il entendait les bruits. Il y avait vraiment, sensoriellement, il était stimulé de tous les bords. Et c'est ça qu'on cherche à faire avec un ancrage. Vu que le cerveau ne fait pas de différence entre le réel et l'imaginaire, émotionnellement parlant, eh ben, on va utiliser les émotions d'un souvenir heureux, par exemple, pour le faire revenir dans le présent, simplement. Alors, évidemment, ce qu'on fait, c'est qu'on le lie avec un geste. Ça peut être presser le pouce et l'index, ça peut être serrer le poing, ça peut être toucher une partie sur son corps. On peut même ancrer sur un objet si on veut. Et à chaque fois qu'on fait ce geste, on crée une connexion synaptique entre deux neurones qui est assez forte. Donc l'émotion avec le geste qui apportera après le comportement. Et plus on stimule ces deux neurones entre eux, plus le pont synaptique est puissant, il est fort. Et quand un pont synaptique est puissant comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que face à une situation, tu as un réflexe. On a souvent des réflexes négatifs face à des situations qui nous font peur. Mais l'ancrage, lui, permettra justement de faire quelque chose de positif pour découler un comportement qui est plus utile par la suite. Et puis, c'est aussi un état de bien-être en l'espace en moins de 2 minutes. Et parfois, l'ancrage est tellement fort. Moi, j'en ai un qui est là, par exemple. Bon, j'y pense juste. J'ai même pas besoin de le faire. J'y pense et puis déjà, ça y est, quoi. Je me sens détendu, je me sourire. Donc, c'est simple. Donc, l'ancrage, donc c'est vraiment très intéressant parce que pour ceux qui ont envie de s'intéresser sur ce sujet, vous regardez la série Mentaliste, c'est marrant, il fait des petites blagues avec les gens et puis il arrive
il arrive à faire des petites choses assez drôles aux gens. Enfin, c'est assez ludique. Et il fonctionne beaucoup sur de l'ancrage et l'acteur dedans. Et pour ceux qui vraiment veulent approfondir le sujet, il y a donc effectivement Anthony Robbins, donc dans Pouvoir illimité, le livre que je recommande vivement. Il en parle énormément. Donc, comme Jocelyn vous disait, donc effectivement, c'est serrer le point. Mais c'est en fait, il faut travailler avec une personne qui a des bonnes bases de PNL pour effectivement comprendre comment réussir à s'ancrer. Et justement, on va faire une présentation de l'hypnose parce que l'ancrage et l'hypnose, c'est lié, c'est le pont en fait qui permet de faire une transition justement sur l'hypnose. Ouais. Tu peux expliquer l'origine d'Erickson, qu'est-ce qui lui est arrivé. Ouais. Alors, quand on parle d'hypnose ericksonienne, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est l'hypnose qui a été remise au goût du jour par Milton Erickson, donc, qui était un médecin, psychiatre, je pense, et qui utilisait beaucoup l'hypnose pour soigner les gens de dépression, de douleur. Lui-même, d'ailleurs, il a été atteint de polio, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas de la polio, ce qui fait qu'il était sur un fauteuil roulant. Et il a développé énormément de techniques pour aider les gens dans leur tête déjà, parce que on remarque simplement que l'esprit a une influence sur le corps. D'ailleurs, l'hypnose médicale, elle est née en courant, je crois que c'était 1854. C'est un chirurgien qui s'appelait James Braid qui était en retard pour avoir un de ses patients qui souffrait de douleur. Et lorsqu'il est arrivé, eh ben, il a vu que son patient était focalisé sur une bougie. Il était vraiment en pleine absorbé par cette bougie. Et il ne ressentait plus aucune douleur. Donc, James Braid, il a utilisé cette technique avec la bougie pour soulager les douleurs de ses patients. C'est là que l'hypnose médicale est née. Et on s'y intéressait un petit peu plus. Alors évidemment, quand on parle d'hypnose, la plupart des gens pensent aux hypnotiseurs de spectacle, où tu peux tu prendre le contrôle de l'esprit des gens et puis leur faire faire n'importe quoi. Alors, je vous rassure, en hypnose thérapeutique, c'est pas du tout ça dont il s'agit, parce qu'on ne peut rien faire contre la volonté du client, sachant que le conscient et l'inconscient doivent être d'accord. Donc, vous avez peut-être le feu vert du conscient, mais l'inconscient, lui, ne sera peut-être pas d'accord. Et tant que les deux ne sont pas d'accord, vous, quand vous le faites, ben, on peut prendre le contrôle de rien du tout. Dans tous les cas, c'est pas le but. Nous, on est là en tant qu'accompagnant. On vous accompagne. Si vous voulez aller dans une grande forêt, vous n'avez aucune connaissance. Par contre, vous avez toutes les ressources, vous avez les outils, tout ça. Moi, je suis un guide, je connais bien les forêts. Donc, du coup, je vais juste vous accompagner dans la forêt. Mais après, je ne vais pas porter le sac à votre place. C'est à vous de faire les choses, de planter votre tente, de faire attention à vous. J'accompagne. Vous pouvez toujours entendre la voix de l'hypnothérapeute et dire oui ou non face à une de ses suggestions. Parce que je sais que certains médias jouent de ça pour attaquer un peu l'hypnose, bien que maintenant, comme c'est reconnu par la science et reconnu vraiment par la médecine en France depuis 2013, eh bien, on le trouve aussi avec. C'est plus la guéguerre de qui va garder l'hypnose, c'est-à-dire les instituts de santé médicale ou alors les praticiens seulement. De toute manière, il y a déjà trop de praticiens hypnothérapeutes, donc c'est trop tard, le pouvoir est réparti, on va dire. Bon, ça, c'était ma vision par rapport au sujet. Mais l'hypnose, en gros, tout le monde connaît que c'est l'hypnose. Tout le monde l'a vécu dans sa vie. Par exemple, vous êtes peut-être déjà arrivé de rêvasser ou de conduire et de ne pas vous souvenir d'une partie du trajet. Bon, et bien ça, c'est que vous étiez en transe hypnotique. Une transe légère, évidemment, puisqu'il y a plusieurs états de transe. Et on n'appelle pas ça hypnose parce que on le fait tous les jours. C'est simple. Mais c'est comme la bougie. C'est-à-dire notre attention est focalisée sur quelque chose. Elle peut être focalisée aussi sur nos pensées. On peut imaginer les vacances qu'on va avoir. On imagine la plage, le soleil, tout ça. On rêvasse. Puis d'un coup, un collègue de travail nous réveille. Il nous dit, ça va, là, t'es en train de rêver, hein?
Bon, et ben on était dedans. Et on a développé des émotions agréables par rapport à ça. On se sent bien. Notre corps peut réagir même. Voilà. Donc ça, c'est des réactions idéomotrices et la science a compris, tout comme la méditation, parce que l'hypnose, c'est la méditation guidée. Donc voilà, un état de relaxation et de concentration extrêmement fort et agréable. Un lâcher prise. Ouais, complètement. D'accord. Et Milton Erickson, est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux gens ce qui lui est arrivé du coup quand il était complètement bloqué dans son lit? Alors là, je vais être totalement honnête, je suis pas à 100% sûr. Je n'ai pas D'accord. regardé la biographie. Je me suis renseigné en surface, mais Mm. j'imagine qu'il a dû développer des techniques vis-à-vis de lui-même d'auto-hypnose. On parle d'auto-hypnose ericksonienne, donc c'est fort possible qu'il ait travaillé sur lui pour être aussi influent aujourd'hui et devoir donner cette discipline merveilleuse. Ben, en fait, il a du coup Milton Erickson, il a donc été bloqué dans son lit par rapport à sa poliomyélite et il s'est fait des ancrages extrêmement puissants. Ouais. Et il était uniquement capable, malheureusement, de cligner des yeux. Et en se faisant des ancrages, et c'est pour ça que je dis, il faut vraiment être en contact avec des gens qui s'y connaissent énormément, parce que là, c'est carrément de la neuroscience. Vraiment, c'est déjà, faut le voir pour le croire. Il a réussi à reprendre le contrôle de sa vie, en fait. De l'état où il était complètement paralysé à l'état où il a réussi à remarcher. Il a carrément remarché. Voilà. Et c'est là, ensuite, qu'a commencé à être pris au sérieux, justement, le conditionnement, la façon de penser, la façon. Et ce qui a encouragé toutes les personnes handicapées à s'intéresser justement à la PNL et au développement personnel, parce que justement, tous, ils ont lu et été touchés, parce que quand on est handicapé, ben voilà, hein, d'un membre, d'un bras, tout ça, là, c'est pas cool. Et la personne, en fait, elle s'intéresse au développement personnel, elle entend l'histoire de Milton Erickson, qui s'est auto-suggéré et qui s'est ancré la capacité d'eux, et comme tu as dit, la possibilité de pouvoir ressentir, parce que là, il était à un niveau où il n'arrivait vraiment plus du tout à rien faire, et il a réussi à bouger petit à petit ses doigts, ses mains, et en fait, tout est, il y a les neurones, comme tu as dit, il y a les synapses, il y a les nerfs, et puis, ben, c'était les nerfs qui étaient atteints. Il a réussi à reprendre le contrôle en fait, de ça. Et du coup, en fait, c'est la petite histoire pour Milton Erickson. Et quand après, je sais pas les différentes. J'ai cru qu'il y avait différentes écoles d'hypnose. Par contre, je sais pas si tu connais les deux autres écoles. Il y a l'hypnose ericksonienne et puis il y a une autre. Mais tu connais, non, tu connais peut-être pas forcément. Je ne les connais pas tous. Je sais on parle d'hypnose conversationnelle. D'accord. Je ne sais pas. D'accord. Voilà. Non, mais c'est vraiment PNL et hypnose ericksonienne. Enfin, voilà. D'accord. Et donc, on a fait toute cette petite introduction pour ne perdre personne, parce que maintenant, aujourd'hui, on va parler d'une étude de cas très concrète, très simple. Une jeune femme qui est venue consulter donc un thérapeute en PNL. Donc, elle a émis le souhait de prendre soin d'elle et de perdre du poids. Et donc, on est le jeudi et le samedi, c'est l'anniversaire d'une amie. Il est 16h et on lui propose un gâteau au chocolat. Donc, voilà comment cette jeune femme, à travers les conseils du praticien PNL, qui lui a donné des outils pour
essayer de travailler sur elle-même et sur le bonheur et l'acceptation d'elle-même et de son choix de prendre soin d'elle, comment elle va réussir à être en même temps alignée avec ses valeurs, tout en gardant une bienveillance, une bonne ambiance, voilà, dans cette situation qui est, voilà, qui peut être contradictoire parce que elle c'est pas son but de manger des gâteaux au chocolat. C'est pas voilà, elle souhaite être en contact avec des produits qui sont beaucoup plus raffinés. Et donc voilà, et ça ne lui. Mais il y a cette amie qui lui est chère et elle n'a pas envie de lui faire. Elle n'a pas envie de lui faire du mal, de la rejeter. Donc, qu'est-ce que toi, en tant que praticien PNL, tu pourrais justement voilà, mettre en place pour que cette personne puisse continuer tout en étant en contact, parce qu'il ne faut jamais qu'elle coupe contact en fait avec ses amis, parce que sinon ça veut dire que là, la personne, on l'a isolée. Donc, c'est dommage. Qu'est-ce que tu proposes justement? J'ai envie de dire que si ses amis la quittent parce qu'elle a refusé une part de gâteau au chocolat, qu'elle change d'amis. Mais bon, ça c'est de la provocation évidemment. Il y a plein de choses qui me viennent en tête. Plein de choses qui sont possibles. Parce que déjà, il y a la définition de l'objectif. L'objectif, là, que je ressens par rapport à la problématique, c'est je veux manger sainement, je veux prendre soin de moi maintenant. Je veux prendre soin de moi par la nourriture que j'ingère. Donc, déjà, on stimule les états ressources, c'est-à-dire, d'accord, comment tu te sens quand tu prends soin de toi par la nourriture que tu ingères. Qu'est-ce que tu vois aussi? Peut-être que tu vois des salades de fruits, des légumes, des trucs un peu plus sains, évidemment. Donc ça, l'objectif est défini, c'est cool. Maintenant, quand on voit une part de gâteau au chocolat, c'est vrai qu'on l'interprétera pas de la même manière si on a passé une bonne ou une mauvaise journée. Si elle a passé une mauvaise journée, il y a de fortes chances qu'elle veuille se jeter sur le gâteau au chocolat. Tandis que si elle a passé une bonne journée, il y aura deux choix. Soit elle se dira ma journée a été bonne, ça va, je peux dire non au gâteau au chocolat. Ou alors ma journée a été bonne, je vais la couronner par le gâteau au chocolat. Et moi en tout cas, ce qui me vient, c'est qu'est-ce qu'elle recherche en mangeant le gâteau au chocolat. Qu'est-ce que ça lui permet? Qu'est-ce qu'elle ressent? Et il y a sûrement un sentiment de combler le vide. Et combler le vide, ça lui permet quoi? De se sentir bien. Voilà, d'arriver à un truc un état de bien-être assez fort. Et il y a deux pratiques là que je vois qui peuvent être mises en œuvre. C'est soit la négociation des parties, c'est-à-dire il y a une part d'elle qui veut prendre soin d'elle par la santé, tout ça, et une autre partie qui elle a envie de manger le gâteau au chocolat, tu vois. Mais quand on va les interroger, donc du coup, il faut la mettre en condition. On va se connecter à chacune de ces parts, on va donner un nom à ces parts-là et puis en parler. Et parler avec elles d'une certaine manière. Et moi, en tant que thérapeute, justement, je vais parler à chacune des parties, leur poser des questions bien spécifiques pour trouver quelle est l'intention positive de chacune. Parce que chaque part de nous-mêmes, même si c'est un comportement nul, en tout cas, c'est parce qu'il y a une bonne raison, une raison qui agit pour la personne. Donc là, on va imaginer totalement, aussi c'est inspiré de clients que j'ai eu moi-même, c'est la part qui veut prendre soin allez, on va lui donner un nom à cette cliente, on va dire, on va l'appeler Amandine. Je sais pas pourquoi ça me vient de ça. La part qui veut prendre soin d'Amandine, c'est on veut manger des fruits, on veut manger des légumes, tout ça, pour qu'elle se sente bien, d'accord. Donc le but, c'est qu'elle se sente bien tout le temps. Oui, bon, très bien. Ça lui permet quoi de se sentir bien? Bon là, tu peux pas trop remonter. C'est vraiment ça.
Et pour le gâteau au chocolat, bon, ouais, c'est nul, tout ça, mais c'est aussi pour qu'elle se sente bien. Les deux parts ont la même intention positive. Il faut maintenant que chacune d'entre elles ait conscience de ça. Quand elles ont conscience de ça, au final, on se rend compte que c'est que le comportement qui coince. Comment les rapprocher? Donc là, le truc, c'est qu'est-ce qu'on peut trouver comme compromis entre les deux? Quel comportement on peut mettre en place et qui va aux deux parties d'une certaine manière? Parce que oui, si Amandine mange une salade de fruits alors qu'elle a envie du gâteau au chocolat, ça va pas plaire à partie gâteau au chocolat. Tu vois? Donc, quel autre comportement on peut faire pour contenter le gâteau au chocolat? Et bon là, on n'est pas en face d'un client même, donc je ne sais pas ce qu'il pourrait répondre. Et là, je fais appel à mon imagination. Mais c'est ça le but, trouver un comportement qui va aux deux. Et à la fin, les parties peuvent être réunies, pour les mettre d'accord. Donc ça, c'est le premier protocole qu'on peut mettre en place. Sinon, le deuxième, ce sera ce qu'on appelle un recadrage en 6 pas. Donc c'est encore une notion de partie. C'est trouver la part de nous, là, gâteau au chocolat. Qu'est-ce qu'elle veut faire vraiment en fait? Elle veut le bien-être d'Amandine, mais du coup, il faut qu'elle comprenne que c'est pas le souhait d'Amandine. Il y a un peu déjà, ça marche pas au niveau comportement. Se jeter sur le gâteau au chocolat, ça ne respecte pas les objectifs qui amènent au bien-être. Donc du coup, on va faire, c'est demander à la part de générer 6 comportements. Bon, 6 comportements, c'est un peu beaucoup. La plupart des gens en font 3. Voilà. 3, c'est déjà bien. Donc 3 comportements autres que de manger le gâteau au chocolat et qui peuvent lui permettre de se sentir bien aussi. Je motive ça en général par quelques ancrages parce que le bien-être, évidemment, une fois que tu l'as, tu n'as plus besoin de faire tel comportement. Et c'est à peu près les mêmes protocoles qu'on utilise pour l'arrêt du tabac, par exemple. Parce que fumer, c'est une habitude. Les personnes savent que fumer, ça les intoxique, que ça coûte cher, que c'est pas bon pour elles et ni pour leur entourage, mais pourtant, elles continuent. Donc là, le but, c'est de parler à la part personne qui continue à fumer, qu'est-ce qu'elle essaie de satisfaire là-dedans, et puis trouver une autre habitude qui puisse satisfaire justement cette part. J'espère que j'étais assez clair dans mes explications, mais en tout cas, c'est les pratiques qui me plaisent pour ce cas-là. C'est un peu plus technique et un peu plus avancé, effectivement. Est-ce que tu peux, par contre, parce qu'on doit aussi faire en sorte que la personne ne s'isole pas, parce qu'elle est en face d'être non. On n'a pas abordé cette question-là, c'est qu'elle est en face d'une amie et elle fête son anniversaire. Donc là, on est en face d'une situation où il y a des blessures, la blessure de rejet, l'abandon, tout ça. Ok. Donc, on va imaginer que l'amie en question a fait elle-même le gâteau au chocolat. Donc, évidemment, notre Amandine, elle a plus d'intérêt à le manger. Et puis que l'ami en question a peut-être des blessures, de rejet, d'abandon qui sont pas réglées. Donc là, on est un petit peu dans comment créer de l'empathie avec l'autre. C'est de prendre en compte ces blessures-là qu'a l'autre pour ne pas trop le froisser. Donc notre Amandine, elle va pas non plus, on va dire, faire une entorse à son régime, à ses bonnes résolutions, parce que c'est pour son bien-être personnel. Maintenant, on a l'ami en question. Donc, par exemple, le recadrage, j'en ai parlé, dans les 3 comportements, on peut inclure ça. Une manière de refuser le gâteau, mais tout en douceur, en faisant comprendre à l'autre que c'est pas contre l'autre, parce que chaque être humain a un ego assez fort et on prend beaucoup les choses personnellement. Si la personne, si Amandine refuse mon gâteau, c'est parce qu'elle me respecte pas ou parce que elle a pas envie de le goûter, elle a pas confiance en mes talents de pâtissière. Voilà, elle n'a pas confiance en moi tout court. Ça peut aller très très loin. Or, c'est pas du tout ça. Et Amandine doit savoir l'exprimer. Doit savoir l'exprimer que c'est pas du tout contre toi. C'est j'aurais vraiment envie de manger ce gâteau, de sauter dessus. Sauf que récemment, je me suis rendu compte que mon surpoids me pourrissait la vie. Enfin, je sais pas par quoi, mais bon, il y a sûrement des raisons. Et que je devais prendre des bonnes résolutions pour me sentir bien.
Donc, voilà. Donc, je ne vais pas pouvoir prendre le gâteau. C'est un petit peu pareil quand un ancien fumeur se retrouve avec une autre personne qui dit « Ah, tu vas en prendre une? Voilà, t'en veux une? Tu veux une clope ?» Bon. Et notre fumeur, il peut répondre non, de certaine manière. Non, merci. Mais ça ne joue pas sur l'amitié. Et ça, ouais, ça, avec les gens, au niveau de la communication, il faut leur rappeler que c'est pas contre eux. C'est pas contre eux. C'est juste, c'est une décision qu'on a prise nous, personnellement. Et là, déjà, quand la personne en face, elle sait ça, c'est un petit peu dur à tilter au début parce qu'on n'a pas l'habitude. D'accord, c'est pas contre moi, mais elle fait pas ce que je lui dis, mais c'est pas contre moi, en même temps, c'est pour elle. Ah, ok. Et ouais, c'est spécial, mais ok. Donc déjà, on évite ce facteur de rentre dedans, combativité, et c'est bon. Donc notre Amandine, on va aussi trouver un compromis. C'est-à-dire, par contre, la prochaine fois, est-ce que si tu as une bonne salade de fruits, j'imagine que tu sais très bien faire, ben, là, je dévorerai. Donc finalement, ça peut passer. D'accord. Donc, Amandine, imaginons qu'elle a, elle, des blessures. Elle a des blessures, ouais. des blessures elle a peur de dire non. Ah bah là, on est sur un schéma comportemental. Voilà, je dirais une croyance limitante. Que bah, justement, c'est quoi le risque de dire non? Ah, c'est parce que on risque de me rejeter. Si je dis non, on va plus m'aimer et du coup, je vais finir toute seule. Voilà. Bon, c'est ça la crainte. Maintenant, il y a peut-être, bah voilà, c'est une croyance. Si je dis non, comment toi tu vas travailler avec elle justement? Qu'est-ce que tu vas… La croyance limitante, le désamorçage de croyances limitantes. Parce que là, c'est formulé clairement. Si je dis non, je vais finir seul. Bon, c'est qu'une croyance parce que il y a beaucoup de personnes. Là, j'ai même envie de faire un petit recadrage verbal. C'est d'accord, quand on dit non, toutes les personnes qui disent non finissent seules. Ah non, pas toutes, mais bon, moi, bon, ce sera souvent ça. Bah oui, désamorçage de croyances limitantes. Simplement la remettre en question d'une manière consciente, que cette croyance-là, elle est finalement pas constructive, qu'elle l'amène à des agissements qui, qui l'empêchent de s'épanouir. Parce que quand elle a peur de dire non, quand elle dit oui à l'autre alors qu'elle pense non, elle se dit non à elle-même. Or, si elle a décidé d'agir pour son bien-être personnel, bah, elle ne devra plus se dire non. Elle devra se dire oui. Et elle devra aussi voilà, être honnête avec l'autre, d'une certaine manière. Donc là, il y a toujours ce pari. En effet, est-ce que je suis avec des amis qui n'ont pas eux-mêmes des fortes blessures de rejet et d'abandon? Parce que si je leur dis non, on le prend personnellement, du coup, là, il faudra calmer directement, dans le sens communiquer, s'ouvrir vraiment pour dire que c'est pas contre eux, pas contre vous, les gars, les filles. Et en même temps, assumer qu'elles se disent oui à elles, c'est pour mon bien-être, à moi, simplement. C'est pas contre vous. Et on peut faire peut-être autre chose pour que ça respecte mon bien-être et puis que voilà, je sois avec vous. C'est vraiment bientôt ce travail-là, en effet. Mais bon, en général, la plupart de mes clients, ils font déjà un des 3 exercices que je t'ai cités là. Ça leur suffit. Ils arrivent. C'est ça hein, qui est bien avec la PNL, c'est que ça favorise l'autonomie. La personne remonte très vite les informations. Je n'ai pas fait plus de 5 séances avec un client. Voilà. Oui, oui. Mais c'est très intéressant parce que ce cas de figure, c'est pas quelque chose comme aller sur Mars. C'est des choses qui vont arriver, voilà, tous les jours, dans la vie de tous les jours. Donc, du coup, Bien sûr. c'est pour ça que je voulais vraiment expliquer aux gens l'intérêt de la PNL et pourquoi effectivement cet outil était extrêmement puissant parce que ben, on peut travailler sur ses habitudes, on peut travailler sur ses croyances et aussi sur des blessures. Alors, dernier livre sur lequel je vais mettre un petit point voilà d'arrêt, c'est les 5 blessures de Brice Bourgoin. Ouais.
Et donc, du coup, elle parle de ces 5 blessures. Donc, si vous avez envie de vous intéresser sur ce livre, lisez-le, Ici, vraiment. ça, c'est Voilà. vrai. Ouais, Voilà. Lise Bourbeau, en fait. Voilà, c'est ça. Lise Bourbeau, ouais, c'est Voilà. ça. Et Complètement. donc, du coup, c'est vraiment très, 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 très intéressant de lire ce livre. Parce que Mm. elle a même été interviewée par David Laroche, où elle parle de ces 5 blessures. Voilà. Intéressez-vous à la PNL, intéressez-vous à vos habitudes, voilà, vos schémas comportementaux, vos habitudes, voilà, comportementales que vous avez sans y réfléchir. Des petites choses que vous faites de manière automatique. Comment vous pouvez améliorer votre quotidien par la modélisation. Parce que voilà, on peut vraiment avoir une meilleure, des meilleures journées, une meilleure vie, même un meilleur, enfin, comment vous évaluez vos 5 prochaines années, comment vous évaluez vos 10 prochaines années, comment vous voyez en tant que futur parent, futur grands-parents, cousins, oncles, comment vous voyez. Et si vous vous voyez en tant que personne inspirante, comment vous pouvez faire. Voilà. Posez-vous toutes ces questions. Vous allez voir que dans le développement personnel, il va y avoir PNL, il va y avoir hypnose. Voilà, vous allez vous conditionner. Vous allez voir comment le nombre d'outils qu'il y a de communication. La communication, c'est puissant. C'est pas uniquement dans le verbe, c'est dans la gestuelle. Comment je me présente au monde, il y a la loi des 80, les 20 premiers regards, les 20 premiers gestes, les 20 premiers mots, les 20 premiers soupirs. Voilà. Tout est là. Donc, on est dans une période comme Jocelyn l'a dit, d'effervescence en termes d'économie de connaissances. J'y participe aussi en faisant intervenir des gens qui ont envie de partager leurs connaissances et qui ont envie de faire évoluer vers quelque chose de meilleur. Voilà, on n'est pas sur de la perfection, on vise pas ça, on vise plus la possibilité de vous aider à vous intéresser à une petite chose qui va vous permettre d'avancer, un petit millimètre de plus. Et Jocelyn nous a partagé toutes ses connaissances de PNL et je le remercie pour ça. Avec plaisir. Et il y en a plein d'autres sur mon blog également. Donc, www.senessoir.com, que vous retrouverez sûrement dans la description. Et là où vous verrez de nombreuses ressources gratuites ainsi que mes prestations en tant que professionnel. J'ai aussi une chaîne YouTube, comme toi, Jean-Marie, tu le sais, sur laquelle je parle de nombreux sujets. C'est surtout des réflexions professionnelles, des réflexions personnelles plutôt, qui mêlent aussi un peu de professionnel et qui sont faites spontanément. Et voilà. Également une page Facebook, Jocelyn Le Gouen, hypnothérapeute et coach PNL. Vous me trouverez pour suivre un peu plus d'actu ainsi que des conférences que j'organise tous les samedis sur Rennes de 16h à 18h. Voilà. Sur les croyances limitantes, là, on s'était vu la dernière fois. J'avais lu, voilà. Tu organises des conférences sur quoi aussi, du coup? Alors, c'est vraiment sur différents sujets parce que j'ai 3 dates par mois. D'accord. La première, c'est se sentir bien. J'espère qu'on n'entend pas trop le téléphone. Ça va? Non, ça va aller. T'inquiète pas. Mais de toute façon, on cherche pas la perfection, comme je te dis. C'est pas le but, en fait. Nous, on a des enfants qui passent, de tout, des chats. C'est la vie. Voilà. On est dans l'accueil des. On est des êtres humains, hein, donc ouais, c'est bien de le rappeler. Du coup, donc ouais, la première date, c'est se sentir bien grâce à la PNL et l'hypnose. Donc là, je parle particulièrement de comment utiliser des ancrages, donc créer un état de bien-être en l'espace de 2 minutes. J'explique aussi comment ça fonctionne.
La deuxième, c'est en effet les croyances limitantes. Donc, comment s'en débarrasser? C'est un exercice, justement. Et enfin, comment elles sont formées aussi. Et à la fin, la dernière, c'est comment mieux communiquer. Mieux communiquer avec les autres, s'améliorer dans ses relations, comment créer cette empathie et également communiquer avec soi, parce que la communication ne va pas que d'un sens, elle va aussi avec soi-même, s'écouter, par exemple. Donc, je donne des outils là-dessus et voilà. En tout cas, donc c'est sur Rennes que tu organises ça, c'est sur Bru, Ouais, d'accord. voilà. Là, c'est sur Rennes et mon cabinet est à Bruges. Je me déplace dans la région rennaise. Euh, Puis aussi, j'interviens de temps en temps à Saint-Brieuc quand j'y passe. Ok, ok. Bah, en tout cas, moi, de toute façon, passionné de PNL comme je suis, de toute façon, on se verra. On se Oui. verra très prochainement. Parce que, et donc, du coup, tu n'es pas encore sur des week-ends de partage Ah, pour l'instant. week-end de stage. En fait, est-ce que tu en fais des C'est week-ends de peut-être, partage? ouais, ce sera peut-être une étape plus tard, parce qu'il y a plein de trucs que je me dis, oh, c'est trop beau, je le ferai pas, et puis je finis par le faire. Par exemple, les conférences, c'était le cas. Et les conférences à deux. Donc là, j'ai animé en septembre une conférence avec une sophrologue sur le thème de comment bien reprendre la rentrée, avoir confiance en soi pour la rentrée. Donc là, on va vraiment apporter de la valeur pendant 3 heures. On n'a pas encore fixé la date, mais c'est en septembre et là, les gens repartiront avec des outils béton pour booster leur état ressource et vraiment se sentir bien. Voilà. Le samedi à 16h, en général, tu fais ça, c'est ça? En général, tu m'avais dit. Ouais. Alors, le samedi de 16h à 18h pour les conférences. Et pour celle-ci, avec la sophrologue, donc là, on la fera de 15h à 18h. Un D'accord. samedi aussi. Est-ce que tu as prévu du e-learning pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, par exemple, ou des gens qui sont loin et qui aimeraient bien Ouais. t'entendre? Est-ce que tu Alors, as… justement, Internet est un outil formidable. Donc, les personnes qui veulent voir indirectement, qui veulent profiter de mes conseils peuvent s'informer sur le blog, la rubrique mes conseils gratuits, comment changer, comment être soi, tout ça, mes vidéos également. Je fais également quelques formations en ligne sur lesquelles je donne des pratiques pour traiter un problème particulier. Et sinon, je fais du coaching, donc coaching téléphonique pour toute Bien. personne qui a besoin dans toute la France. Il y a des coachings pour différentes problématiques. On a la confiance en soi, le malaise social, l'anxiété, développer des compétences, atteindre l'objectif, ou le coaching personnalisé. Là, la personne n'a aucune de toutes ces problématiques, elle sait pas trop, elle peut définir un objectif et on creuse ensemble. Voilà. En tout cas, voilà, franchement, comme je vous ai dit, c'était pas le but, c'était pas d'aller sur Mars, c'est de revenir sur des fondamentaux et justement, comment dire, les 3 premiers jours de quand on fait une formation PNL, ça s'appelle les bases fondamentales. Donc, c'est vraiment, on revient sur des fondamentaux. On revient. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et j'espère que vous avez pu retirer toute l'efficience de cette interview parce que on a essayé de respecter le timing de 40 minutes. Et franchement, il y a tellement à dire sur la PNL Ah que, ouais. il y a encore aujourd'hui des recherches. C'est un outil qui aujourd'hui maintenant euh, commence à être de plus en plus se développer. Et voilà, je vous souhaite vraiment de vous intéresser à cet outil parce qu'il est vraiment extrêmement complet. Quoi vous dire de plus? Donc, je vais vous, je vais continuer à vous retrouver des nouveaux sujets qui vont vous permettre d'avancer et cheminer vers une alimentation, voilà, plus équilibrée, plus alignée vers vos valeurs. Voilà, n'hésitez pas, contactez-moi pour des sujets qu'on n'a pas encore abordés sur la chaîne. Il y en a encore des centaines et des milliers et ils vont être abordés petit à petit.
Donc, c'est au fur et à mesure des connaissances. Moi, je me baladais sur OVS. J'ai vu Jocelyn, voilà. J'ai vu qu'il est intervenu sur la PNL très rapidement, contactable. Voilà, bon, bah, ça y est, j'ai pu le voir. Donc, c'est comme ça. Je fonctionne avec le temps, avec les rencontres. Et je vais en faire petit à petit des rencontres. Donc, petit à petit, il y aura plus de sujets. Donc, n'hésitez pas à me proposer si vous avez des sujets, si vous êtes protecteur des fonds marins et que vous êtes touché par la pollution marine, sur les algues, l'importance des algues, voilà, plein de choses, plein de choses. N'hésitez pas à m'écrire, Jean-Marie de Richladouze sur mon Facebook. Voilà, Jocelyn, donc c'est Jocelyn Le Gouen, donc qui est dans la région rennaise, Bru et Rennes. Voilà, donc vous pouvez vous abonner, télécharger votre livret gratuit si ce n'est pas encore fait sur l'impact des pesticides sur notre corps et sur la nature. Donc, je vous dis à très bientôt. Passez un très bon moment avec les gens qui vous entourent et je vous souhaite une bonne fin de journée. Voilà, merci et au revoir. Au revoir, merci.